Avez-vous déjà si mal jugé quelqu'un que cela vous a tout coûté? Nous avons tous été témoins de l'arrogance. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle est dirigée vers la seule personne que vous devez désespérément impressionner? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un client impoli et d'une serveuse. C'est l'histoire d'une identité cachée, d'un contrat de plusieurs milliards d'euros en jeu. Et du moment où une raillerie cruelle dans un restaurant 5 étoiles déclenche une explosion dans une salle de conseil d'administration. C'est une histoire qui montre que la femme qui vous sert votre champagne pourrait bien être la propriétaire de tout le vignoble. Restez avec moi pour découvrir la vérité brutale et satisfaisante de ce qui s'est passé lorsque la petite amie d'un milliardaire a choisi la pire personne de tout Paris pour l'intimider. L'atmosphère à l'Ambroisie, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, était une symphonie de succès discret soigneusement orchestrée. Elle sentait les coquilles Saint-Jacques poêlées, le cuir vieilli et le parfum subtil, presque imperceptible, de la vieille fortune. Depuis 6 mois, c'était le monde d'Amélie Vance. Pour les clients et ses collègues, elle n'était qu'Anna, une serveuse calme et efficace, dotée d'une capacité déconcertante à anticiper un besoin avant qu'il ne soit exprimé, et d'une expression de neutralité sereine qui ne faiblissait jamais. Son uniforme, un tablier noir impeccable sur une chemise blanche cintrée, était son armure, le plateau d'argent qu'elle portait, son bouclier. Personne ici ne connaissait son nom de famille. Personne ne savait que la simple montre fonctionnelle à son poignet était une discrète Patek Philippe, un cadeau de son père pour son 21e anniversaire. Personne ne savait qu'elle pourrait acheter ce restaurant entier et l'immeuble qu'il abritait avec une fraction de sa fiducie familiale. Et c'était précisément le but. Son père, le redoutable Richard Vance, PDG du conglomérat mondial Entreprise Vance, lui avait lancé un défi. « Tu veux hériter de cette entreprise ?» avait-il dit, sa voix résonnant dans le bureau caverneux de leur hôtel particulier du 16e arrondissement. « Alors tu dois la comprendre. Pas d'en haut, Amélie, d'en bas. Va trouver un vrai travail, un emploi dans le secteur des services, pendant 1 an. Sans aucune aide de ma part, sans accès à tes fonds au-delà d'une allocation de subsistance de base. Vois le monde de l'autre côté du comptoir. Vois comment les gens traitent ceux qu'ils croient inférieurs à eux. C'est la plus vraie mesure du caractère d'une personne. » Alors Amélie était devenue Anna. Elle avait trouvé un petit appartement à Belleville, appris le rythme éreintant des services de 12 heures et ressenti la douleur profonde dans ses pieds à 2 heures du matin. Elle avait appris à différencier le sourire sincère du sourire condescendant, la demande polie de l'ordre à peine voilée. Elle a vu des titans de la finance de la défense qui la traitaient avec une gentillesse paternelle, et des mondaines qui la regardaient comme si elle était un fantôme. C'était une éducation brutale et éclairante, une immersion profonde dans les dynamiques de pouvoir tacite qui régissaient la ville. Chaque jour était une leçon, chaque table un nouveau cas d'étude sur la nature humaine. Elle apprenait à lire les micro-expressions, le frémissement d'une lèvre indiquant l'impatience, le léger plissement des yeux signifiant une désapprobation silencieuse. Son directeur, M. Mercier, était un homme qui vénérait l'autel de la perfection. Il était perpétuellement stressé, ses yeux vifs ne manquant rien. Une miette égarée, un verre d'eau rempli à moins des 3/4, le sourire d'un serveur qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il ne savait pas qui était Anna et la traitait avec la même rigueur exigeante et impersonnelle que tout le monde, ce qu'elle appréciait. Cela rendait l'expérience authentique, dépouillée de tout. Privilège. Elle ne voulait aucune faveur, aucune exception. Elle voulait la vérité brute de cette existence, même si elle était parfois amère. Elle se souvient encore de ses premiers jours, de la façon dont ses mains tremblaient en portant les lourds plateaux, de la peur panique de faire tomber un verre de vin coûteux. Mais elle avait appris, s'était endurcie. Elle était devenue une observatrice silencieuse, une chorégraphe de l'expérience culinaire des autres, se déplaçant avec une efficacité gracieuse qui démentait l'épuisement qui s'accumulait dans ses os. Elle voyait les couples célébrer des anniversaires, les familles se réunir, les accords commerciaux se conclure sur une poignée de main. Elle était une présence invisible au cœur des moments les plus intimes et les plus importants des gens, un témoin silencieux de leur joie et de leur vanité. C'était cette invisibilité qui était la partie la plus difficile et la plus instructive de l'épreuve. Dans son ancienne vie, Amélie était toujours le centre de l'attention. Ici, elle était un accessoire fonctionnel, et ce changement de perspective était profondément déstabilisant et, finalement, transformateur. Elle comprenait maintenant la dignité inhérente au service bien fait, le respect tranquille qui existait entre les membres du personnel, une camaraderie née du feu des cuisines et des exigences de la salle. C'était un monde complexe et nuancé que son père avait raison de vouloir lui faire découvrir. Elle ne l'aurait jamais compris depuis la tour d'ivoire de son bureau de PDG. Anna, la table 7 demande l'addition. La 12 vous réclame, et le groupe Dubois arrive dans 5 minutes. Ils sont dans votre section, siffla Mercier en passant près de son poste, son visage un masque de panique contrôlée. Et pour l'amour de Dieu, ayez l'air vivante.
Cédric Dubois pourrait acheter cet endroit comme salle d'attente pour son jet privé. Amélie hocha simplement la tête, son expression illisible. Elle connaissait le nom de Cédric Dubois. C'était un prodige de la technologie, un milliardaire autodidacte qui avait révolutionné la sécurité des données. Son entreprise, Cyberfort, était sur le point de conclure un partenariat historique avec les entreprises Vance. Son père l'avait mentionné, le qualifiant de brillant, mais entouré des sycophantes habituels. Amélie ressentit une lueur d'intérêt professionnel. C'était une chance d'observer un partenaire potentiel majeur dans son habitat naturel, loin des présentations PowerPoint et des négociations formelles. C'était une opportunité inestimable de voir l'homme derrière le mythe, de jauger son caractère lorsque les enjeux étaient supposément bas, lorsque personne d'important ne regardait. Elle récupéra une nouvelle bouteille de Sancerre pour la table 12 avant de se diriger gracieusement vers l'entrée. L'hôtesse menait déjà le groupe à l'intérieur. Cédric Dubois était beau d'une manière qui semblait presque générée par ordinateur. Une mâchoire carrée, des yeux bleus intenses et un costume si parfaitement taillé qu'il ressemblait plus à une seconde peau qu'à un vêtement. Il se déplaçait avec l'énergie agitée d'un homme dont l'esprit avait constamment 10 longueurs d'avance. Mais c'est la femme à son bras qui attira immédiatement l'attention d'Amélie. Elle était stupéfiante, une cascade de cheveux blonds platine tombant sur une robe à paillettes qui scintillait comme une galaxie capturée. Son nom était Tiffany Lambert, un nom qu'Amélie reconnaissait des pages mondaines. Elle était une influenceuse, un mannequin, une hit girl professionnelle dont toute la carrière reposait sur le fait d'être vue dans les bons endroits avec les bonnes personnes. En marchant, elle ne se contentait pas de regarder le restaurant. Elle l'évaluait, ses yeux balayant les autres convives d'un air dédaigneux, comme pour confirmer son propre statut supérieur. Chaque pas était une performance, chaque regard une affirmation de sa place au sommet de la hiérarchie sociale parisienne. Amélie les conduisit à la meilleure table de la maison, une banquette d'angle isolé offrant une vue panoramique sur les lumières de la ville. « Bonsoir. Je m'appelle Anna. Je m'occuperai de vous ce soir, » dit-elle, sa voix calme et égale. Cédric lui jeta à peine un regard, déjà en train de faire défiler quelque chose sur son téléphone. Mais les yeux de Tiffany parcoururent Amélie de la tête aux pieds. C'était une inspection lente, délibérée, empreinte d'un dédain glacial qu'Amélie ne connaissait que trop bien. Les lèvres parfaitement glossées de Tiffany se retroussèrent en un léger sourire désagréable. « Anna », dit-elle, étirant le nom comme s'il avait un goût immonde. « Juste Anna, sans nom de famille. C'est pittoresque. » La formation d'Amélie prit le dessus. Elle garda une posture droite, son regard neutre. « Puis-je commencer par vous servir de l'eau pour la table ? Nous avons de l'eau plate ou pétillante. » « Nous prendrons une bouteille du Château Margaux 95, lança Tiffany sans même regarder la carte des vins. Et faites vite. Nous avons d'autres choses à faire. Amélie maintint son sang-froid, bien qu'elle notât le choix. C'était l'un des vins les plus chers et franchement, l'un des moins bien assortis avec les plats de fruits de mer emblématiques du restaurant. C'était un choix fait non pour le goût, mais pour le prix. C'était une déclaration de pouvoir, une façon de marquer son territoire financier dès les premières secondes. En se tournant pour partir, elle entendit le murmure de Tiffany à Cédric, assez fort pour qu'elle et les tables voisines l'entendent. « Franchement, chérie, tu y crois au personnel qu'ils embauchent de nos jours ? On pourrait penser que pour ces prix, ils trouveraient au moins quelqu'un avec un peu de classe. » Amélie ne sourcilla pas. Elle se dirigea vers la cave à vin, ses pas mesurés et délibérés. Le bouclier était levé. L'armure était en place. Elle avait survécu à 6 mois de cela. Elle pouvait gérer une petite amie prétentieuse de plus. Elle n'avait aucune idée que cette nuit était différente. Ce n'était pas juste une autre cliente condescendante. C'était une trajectoire de collision, et l'impact serait bien plus dévastateur que quiconque aurait pu l'imaginer. Le poids du plateau d'argent dans sa main sembla soudainement 100 fois plus lourd. Le Château Margaux était conservé dans la cave profonde à température contrôlée, un lieu de silence respectueux, où des bouteilles valant plus que le salaire mensuel d'Amélie dormaient paisiblement. Le récupérer nécessitait une clé spéciale de M. Mercier et sa signature dans un registre relié en cuir. C'était un rituel réservé aux plus hautes sphères de leur clientèle. Alors qu'Amélie présentait la bouteille à la table, ses mouvements étaient une étude de grâce et de professionnalisme. « Le Château Margaux 1995 », annonça-t-elle doucement, tenant la bouteille de manière à ce que l'étiquette soit clairement visible. Cédric leva enfin les yeux de son téléphone, une lueur d'appréciation dans ses yeux. « Excellent choix », claironna Tiffany, s'en attribuant le mérite. « Seulement le meilleur pour mon Cédric. » Elle fit un geste dédaigneux de la main vers Amélie. « Eh bien, ouvrez-la. Ne restez pas planté là comme une statue. » Amélie plaça la bouteille dans un berceau de décantation, sa main ferme alors qu'elle coupait savamment la capsule et tournait le tire-bouchon.
Il y eut un soupir doux et satisfaisant lorsque le bouchon fut retiré. Ce son était généralement un prélude à la célébration, à un repas magnifique. Ce soir, il ressemblait au sifflement d'une mèche que l'on allume. Elle versa une petite quantité dans le verre de Cédric pour qu'il goûte. Il le fit tourner, le huma et hocha la tête en signe d'approbation. Alors qu'Amélie s'apprêtait à servir Tiffany, la femme leva une main, 5 ongles parfaitement manucurés sertis de diamants. « Ne versez pas le mien tout de suite, » dit Tiffany, sa voix tranchante. « Je veux être sûr qu'il a suffisamment respiré. Laissez-le reposer pendant 10 minutes. Exactement 10 minutes. Et n'osez pas revenir une seconde plus tôt ou une seconde plus tard. » C'était un jeu de pouvoir, une demande ridicule et arbitraire conçue uniquement pour établir sa domination. Amélie avait déjà vu cela. Elle fit un léger hochement de tête, presque imperceptible. « Bien sûr. Je reviendrai dans 10 minutes. En attendant, êtes-vous prêt à entendre nos suggestions du soir ?»« Nous n'avons pas besoin de suggestions, » se moqua Tiffany, prenant son menu et le tenant du bout des doigts comme s'il était contaminé. « Je sais déjà ce que je veux. Cédric, chéri, tu dois prendre le bœuf de Kobe. C'est la seule chose à peu près acceptable ici. » Elle tourna son regard froid vers Amélie. « Il prendra le bœuf de Kobe à 5, saignant. Et moi, je prendrai la sole meunière, mais elle doit être préparée devant moi. Et je veux voir le poisson avant que vous ne le cuisiez. Je ne me laisserai pas servir une quelconque absurdité congelée et décongelée. » C'était un autre test, une demande conçue pour être gênante, pour perturber le flux méticuleux de la cuisine. C'était une manière de s'assurer que tout le personnel, du commis de cuisine au chef, était conscient de sa présence et de son pouvoir. « Certainement, madame. J'apporterai le poisson pour votre inspection. Et pour vous, monsieur ?» demanda-t-elle en regardant Cédric. Cédric fit un geste de la main, de nouveau distrait par une notification sur son appareil. « Le bœuf de Kobe, c'est bien, peu importe, » dit-il. Son attention était clairement ailleurs, sur le gigantesque accord Cyberforvance qui en était à ses dernières étapes délicates. Ce dîner était censé être un bref répit avant une semaine d'intenses négociations. Il opérait dans un monde d'algorithmes et de clés de chiffrement. Le drame mesquin qui se déroulait à sa table n'était guère plus qu'un bruit de fond qu'il avait appris à ignorer, une sorte de taxe sociale qu'il payait pour la compagnie de Tiffany. Amélie se retira, son esprit un tourbillon d'instructions précises pour la cuisine. Le chef, un génie caractériel nommé Antoine, la maudirait pour l'inspection du poisson frais, mais il obéirait. C'était la danse du service haut de gamme, absorber l'ego du client et le traduire en une exécution sans faille. Elle transmettait les ordres avec une précision clinique, en omettant les commentaires désobligeants de Tiffany, sachant que la frustration en cuisine ne ferait qu'aggraver la situation. Elle devait être le tampon, l'absorbeur de choc entre une cliente impossible et une équipe de cuisine sous pression. 10 minutes plus tard, à la seconde près, Amélie revint pour verser le vin de Tiffany. En se penchant, son bras effleura légèrement la manche de la robe à paillettes de Tiffany. C'était le plus léger des contacts, inévitable dans l'espace restreint. Tiffany recula, comme si elle avait été électrocutée. « Faites attention », lança-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Avez-vous la moindre idée du prix de cette robe ? Votre salaire d'une année entière ne couvrirait même pas les frais de nettoyage. » L'insulte, si personnelle et si publique, resta suspendue dans l'air. Le couple de la table voisine se tut, leurs fourchettes flottant au-dessus de leurs assiettes. Amélie sentit une bouffée de colère chaude monter à ses joues, un instinct profondément enfoui de répliquer, de remettre cette femme à sa place. Elle aurait pu dire « Cette robe est de la collection Balmain de la saison dernière. J'en ai 3 dans des couleurs différentes. » Mais elle ravala ses mots, les forçant à descendre jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des pierres dans son estomac. Elle était Anna, la serveuse. Et Anna ne répondait pas. « Mes plus sincères excuses, madame, » dit-elle, sa voix un parfait monotone. Elle finit de verser le vin et se retira sans un mot de plus. Depuis la sécurité de son poste de service, elle les observait. Tiffany dominait la conversation, sa voix brillante et cassante, son rire un peu trop fort. Elle se donnait en spectacle, non seulement pour Cédric, mais pour tout le restaurant. Elle levait fréquemment la main gauche, laissant l'énorme diamant jonquille de sa bague de fiançailles capter la lumière. Elle parlait de leur prochain voyage à Monaco, du yacht qu'ils affrétaient, du nouveau pantouse de mauvais goût d'une mondaine rivale. Cédric hochait la tête la plupart du temps, son attention partagée. Mais Amélie remarqua autre chose. Elle vit la façon subtile dont les yeux de Cédric devenaient vitreux, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il était présent physiquement, mais son esprit était ailleurs. Il n'était pas amoureux. Il était géré. Tiffany n'était pas seulement sa petite amie. Elle était la conservatrice de son image publique,
un bel accessoire à l'entretien coûteux qui signalait son arrivée dans les hautes sphères. Les paroles de son père résonnaient dans sa tête. Vois comment les gens traitent ceux qu'ils croient inférieurs à eux. Cédric n'était pas cruel, mais son apathie était une forme de complicité. Il permettait le comportement de Tiffany, créant un vide de responsabilité qu'elle était plus qu'heureuse de combler avec sa propre marque de cruauté désinvolte. Il donnait le champ libre aux serpents enroulés à sa table. Il était l'architecte de la situation, le facilitateur silencieux de l'humiliation qui se déroulait sous ses yeux. Son silence n'était pas de la neutralité, c'était un consentement passif. Il sacrifiait la dignité d'une employée anonyme pour la paix et la tranquillité temporaire de son dîner. Amélie comprenait ce calcul, mais cela ne le rendait pas moins condamnable. Le repas progressa en une série de petites humiliations similaires. La seule meunière fut présentée et Tiffany l'examina avec l'œil critique d'un biologiste marin avant de la juger acceptable. Le bœuf de Kobe fut déclaré un degré trop saignant et renvoyé, pour ensuite revenir et être déclaré un degré trop cuit. Chaque plainte était adressée à Amélie avec un soupir condescendant, comme si elle était personnellement responsable de la structure moléculaire du bœuf. À travers tout cela, Amélie resta un portrait de compétence sereine. Elle s'excusait. Elle rectifiait. Elle absorbait. Mais sous la façade calme, une froide résolution commençait à se former. Ce n'était plus seulement un test de son père. Cela devenait personnel. Tiffany Lambert n'avait aucune idée de la personne à qui elle s'adressait. Mais Amélie, elle, apprenait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur Tiffany. Et plus important encore, elle en apprenait sur Cédric Dubois. L'esprit brillant que son père respectait était attaché à un homme avec une profonde tache aveugle morale. Et dans le monde des entreprises Vance, le caractère était une monnaie d'échange. Cédric Dubois, commençait-elle à réaliser, était au bord de la faillite morale, une forme de banqueroute bien plus dangereuse que n'importe quelle crise financière. Elle se demandait comment un homme si doué pour détecter les failles dans les systèmes informatiques pouvait être si aveugle aux défauts flagrants de la personne avec qui il partageait sa vie. C'était un paradoxe qui la fascinait et l'inquiétait à la fois. Sa faiblesse n'était pas technique, elle était humaine, et c'était une vulnérabilité qu'aucun pare-feu ne pourrait jamais corriger. Les plats principaux furent débarrassés, chaque assiette un champ de bataille du mécontentement de Tiffany. Un nouveau front dans sa guerre contre la dignité d'Amélie était sur le point de s'ouvrir avec le dessert. « Apportez-nous la carte des desserts », ordonna Tiffany, claquant des doigts avec un bruit sec qui résonna dans la salle à manger feutré. Le geste était si ouvertement humiliant que même Cédric sursauta et lui lança un regard. « Tiff, s'il te plaît, ne fais pas ça », murmura-t-il, la voix basse. « Quoi ? J'essaie juste d'attirer son attention. Elle a l'air un peu lente ce soir, » répondit doucement Tiffany, assez fort pour qu'Amélie, qui se tenait à quelques mètres de là, l'entende parfaitement. Amélie sentit les regards des autres convives. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle faisait partie d'un spectacle, la participante involontaire d'une humiliation publique. Elle s'approcha et présenta 2 cartes de dessert reliées en cuir. Tiffany n'en prit même pas une. « Je n'ai pas besoin de la voir, » dit-elle en la repoussant d'un geste de la main. « Je prendrai une simple boule de glace à la vanille. Mais elle doit venir de cette petite boutique artisanale de Saint-Germain, la pâtisserie des rêves. C'est la seule que je peux tolérer. Je suppose qu'un restaurant de ce calibre s'approvisionne chez les meilleurs. » Amélie savait pertinemment que leurs glaces étaient faites maison par leur chef pâtissier primé, utilisant des gousses de vanille importées directement de Madagascar. Elle était objectivement supérieure. « Notre glace est faite maison ici, madame. Je peux vous assurer qu'elle est de la plus haute qualité. » Tiffany laissa échapper un soupir théâtral d'exaspération. « Tu vois, Cédric, c'est de ça que je parle. Aucune initiative. Je ne veux pas de votre gadoue maison. Je veux celle de la pâtisserie des rêves. Est-ce si difficile à comprendre ?» Elle se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux et conspirateur. « Écoute-moi bien, ma petite. Ton travail consiste à fournir ce que le client veut. Maintenant, je ne sais pas si ton petit cerveau peut comprendre ça, mais ce que je veux, c'est que tu m'apportes la glace que j'ai demandée. Je me fiche que tu doives courir jusqu'à Saint-Germain et la chercher toi-même. » C'était une demande impossible, délibérément cruelle, un gant jeté avec une joie malveillante. L'esprit d'Amélie s'emballa. À sa gauche, M. Mercier observait, son expression foudroyante. Il était en colère, mais elle savait que c'était dirigé contre elle. À ses yeux, une bonne serveuse aurait trouvé un moyen de désamorcer la situation, de calmer le client, de ne pas laisser la situation atteindre ce point d'ébullition. Il la blâmerait pour ne pas avoir magiquement fait apparaître la glace désirée. « Madame, ce serait impossible, » dit Amélie, sa voix ferme mais respectueuse. « Je peux cependant vous proposer notre carte complète de dessert,
ou peut-être un digestif offert pour tout inconvénient. Tiffany éclata de rire, un son aigu et laid. Impossible. Impossible est un mot pour les gens qui échouent. Les gens comme vous. Quel est votre avenir, au juste? Vous allez servir des assiettes ici jusqu'à ce que votre beauté se fane. Et après, vous serez une vieille femme amère dans un tablier taché, sentant la graisse et le regret. Ma vie, en revanche, dit-elle en tendant la main à Cédric et en lui caressant le bras, ne fait que commencer. Je suis sur le point de devenir Madame Cédric Dubois. Nous nous envolerons pour New York la semaine prochaine pour conclure un accord avec les entreprises Vance. Vous en avez déjà entendu parler? Bien sûr que non. C'est un monde que vous ne pourriez pas imaginer. Chaque mot était une fléchette empoisonnée, tirée avec précision. La mention des entreprises Vance envoya une décharge de glace dans les veines d'Amélie. Cette femme, cette créature vide et cruelle, se vantait d'un accord avec l'entreprise de sa famille. Un accord qu'elle était en train de saboter sans le savoir à chaque syllabe qu'elle prononçait. La neutralité d'Amélie se fissura enfin. Pendant une fraction de seconde, une expression de pure fureur froide apparut dans ses yeux. Ce fut si fugace que Cédric le manqua, mais Tiffany, qui l'observait avec une concentration de prédateur, le vit, et cela la ravit. « Oh, ai-je touché un point sensible » ronronna-t-elle. La petite serveuse a des sentiments. Soudain, comme un signal, la main de Tiffany, qui gesticulait sauvagement, renversa son verre de vin rouge plein. Le liquide sombre se déversa directement sur la chemise blanche immaculée d'Amélie. Une tache cramoisie, profonde s'étala sur le tissu comme une blessure en floraison. « Oh mon Dieu !» cria Tiffany en reculant d'un bond. « Regarde ce que tu m'as fait faire. Tu étais trop près. Tu m'as fait sursauter. » L'accusation était si manifestement fausse que c'en était à couper le souffle. Amélie resta figée, le vin froid et collant s'infiltrant jusqu'à sa peau. Tout le restaurant les regardait maintenant ouvertement. Monsieur Mercier se précipitait, le visage pâle de fureur. « Je suis vraiment désolé, monsieur Dubois. Mademoiselle Lambert. Profondément désolé pour cette maladresse, » dit Mercier en s'inclinant et en faisant des courbettes tout en lançant des regards assassins à Amélie. « C'est inacceptable. Absolument inacceptable. » Il se tourna vers Amélie. « Anna, nettoyez-vous et rejoignez-moi immédiatement dans mon bureau. » Cédric sembla enfin sortir de sa torpeur. Il regarda la scène, le vin renversé, la chemise ruinée d'Amélie, la détresse feinte de Tiffany, le jugement silencieux de toute la salle. Pour la première fois, une ombre de doute traversa son visage alors qu'il regardait Tiffany. Il avait vu son poignet bouger. Ça avait été subtil, presque imperceptible, mais il l'avait vu. « Tiff, ça suffit, » dit-il, sa voix basse et tendue, avec une autorité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'était un accident. « Notre soirée est gâchée, Cédric, » gémit Tiffany, jouant la victime avec une perfection théâtrale. Par cette fille incompétente. Amélie baissa les yeux sur la tache sur sa chemise. Elle était sombre et laide, mais dans son esprit, ce n'était pas du vin. C'était une ligne. Une ligne que Tiffany Lambert venait de franchir de manière spectaculaire. Elle leva les yeux, dépassant le furieux monsieur Mercier, dépassant le Cédric incertain, et rencontra le regard triomphant et jubilatoire de Tiffany. L'expression d'Amélie était illisible. Mais derrière ses yeux, une décision avait été prise. L'expérience était terminée. L'éducation était complète. Le cours allait commencer, et l'examen final serait absolument brutal. Sans un mot, elle se tourna et s'éloigna, non pas vers les toilettes du personnel pour se nettoyer, mais vers la sortie. Elle ignora la rage balbutiante de monsieur Mercier. En poussant les portes de la cuisine, laissant derrière elle la salle à manger opulente, elle sortit son téléphone. Elle avait un appel à passer. Le bouclier était baissé. L'armure tombait. Cet acte final de mépris n'était pas seulement une insulte, c'était une déclaration. Tiffany, dans son arrogance, avait involontairement donné à Amélie exactement ce dont elle avait besoin. Une raison indéniable d'agir. Ce n'était plus une question d'endurance ou de patience. C'était devenu une question de justice. La tache de vin n'était pas une marque de honte, mais un étendard de guerre. Elle sentait le regard de tous les autres employés sur elle alors qu'elle traversait la cuisine. Il y avait de la pitié dans certains, de la peur dans d'autres. Mais en cet instant, elle ne ressentait aucune connexion avec eux. Elle était déjà ailleurs, son esprit s'élançant vers les tours de verre de la Défense, vers la salle du conseil où le destin de Cédric Dubois allait être décidé. Elle n'était plus Anna la serveuse. Elle était redevenue Amélie Vance, et elle avait du travail à faire. Le jeu avait changé, et elle était sur le point d'en réécrire toutes les règles.
Le chaos éclairé par les néons de la cuisine était un monde différent de l'élégance tamisée et contrôlée de la salle à manger. Les chefs aboyaient des ordres par-dessus le fracas des casseroles et le sifflement du grill. Amélie traversa tout cela comme un fantôme, indifférente au regard interrogateur de ses collègues. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut dans la ruelle étroite et taguée derrière le restaurant, la cacophonie de la ville un soulagement bienvenu de l'atmosphère suffocante de l'Ambroisie. L'air frais de la nuit était agréable sur sa peau échauffée. Elle s'appuya contre le mur de briques rugueux, prit une profonde inspiration qui sentait la pluie et les ordures, et regarda la tache de vin. Elle la sentait comme une marque d'humiliation. Un instant, elle s'autorisa à en ressentir la morsure, la colère brute d'avoir été traitée comme moins qu'humaine. Elle avait suivi les règles de son père, s'était humiliée et avait enduré d'innombrables petites offenses. Mais ceci était différent. C'était un acte de cruauté délibéré et ciblé, dont tout le monde avait été témoin, et on s'attendait à ce qu'elle l'absorbe avec un sourire. Elle sortit son téléphone, son pouce planant au-dessus du contact simplement intitulé « Hervé, son père ». Son premier instinct fut de l'appeler, de lui dire qu'elle en avait fini, que son argument avait été prouvé de la manière la plus spectaculairement horrible qui soit. Elle pouvait mettre fin à tout cela maintenant. Un appel et une berline noire seraient là en 10 minutes. Un appel et M. Mercier serait au chômage. Un appel et le précieux contrat de Cédric Dubois, celui dont Tiffany était si fière, s'évaporerait en fumée. Mais alors qu'elle était sur le point d'appuyer sur le bouton, elle hésita. Qu'est-ce que cela prouverait? Qu'elle était la fille de son père? Qu'elle pouvait manier son pouvoir? Ce n'était pas le but de cet exercice. Le but était d'apprendre à manier le sien. De se tenir sur ses propres pieds, non pas comme une héritière, mais comme une personne de substance. Réagir avec une force écrasante maintenant serait la méthode de son père. Ce ne serait pas la sienne. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme le dit le vieil adage, et Amélie commençait à penser que ce plat particulier devrait être servi dans une salle de conseil, pas dans une ruelle sombre. Elle rangea le téléphone et prit une autre inspiration tremblante, forçant la fureur à redescendre. C'est à ce moment que la porte arrière grinça. C'était Jeanne, une autre serveuse, le visage empreint d'inquiétude. Jeanne était une actrice en difficulté qui travaillait à l'Ambroisie pour payer son loyer et ses photos. Elle était vive, drôle et l'une des rares personnes à avoir montré une gentillesse sincère à Amélie dès le premier jour. « Anna, ça va ?» demanda Jeanne, lui tendant une chemise blanche propre et pliée de son casier. « J'ai vu ce qui s'est passé. Cette femme est un monstre. N'écoute pas un mot de ce qu'elle a dit. Ni de Mercier. Il a juste une peur bleue de perdre un gros client. » Amélie prit la chemise, une boule se formant dans sa gorge. « Merci, Jeanne. Vraiment. De rien. Il faut bien qu'on se serre les coudes, » dit Jeanne en s'appuyant contre le mur à côté d'elle. « Sérieusement, ce qu'elle a fait, renverser ce vin sur toi et ensuite t'accuser, je l'ai vu. C'était intentionnel. C'est du poison pur. Et lui, aime le milliardaire de la tech, assis là à laisser faire. Pathétique. » La simple validation spontanée de Jeanne était plus réconfortante que 1000 platitudes. Elle rappelait à Amélie que sa perception n'était pas faussée. L'injustice était réelle. « C'est Cédric Dubois, » dit Amélie, sa voix calme. Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent. Sans blague. Le Cédric Dubois de Cyberfort. Elle laissa échapper un petit sifflement. Waouh! J'ai lu un article sur lui. Ça disait que c'était un génie visionnaire. J'imagine qu'ils ont oublié de mentionner qu'il a un goût exécrable pour les femmes et aucune colonne vertébrale. Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, une petite bulle de solidarité dans la ruelle crasseuse. C'est à cet instant qu'un nouveau plan commença à se cristalliser dans l'esprit d'Amélie. Un meilleur plan, qui exigeait de la patience, de la précision et un visage impassible parfait. « Je dois y retourner, » dit Amélie en enfilant la chemise propre. « Je dois affronter Mercier. »« Tu es sûr ? Il va te virer, » prévint Jeanne. « Qu'il le fasse, » répondit Amélie, une nouvelle résolution d'acier dans la voix. « Qu'il fasse ce qu'il pense devoir faire. » Elle retourna dans le restaurant, la tête haute. Elle contourna la cuisine et se dirigea directement vers le bureau exigu et sans fenêtre de M. Mercier. Il était au téléphone, parlant d'un ton feutré et apologétique. Il lui fit signe furieusement de s'asseoir. « Oui, monsieur Dubois, je comprends parfaitement. Une gratuité complète sur le repas, bien sûr. Et l'employé en question est en train d'être sanctionné à l'heure où nous parlons. Oui, licencié. Absolument. Mes plus profondes excuses encore une fois pour votre soirée gâchée. » Il raccrocha le téléphone et lança un regard de pur venin à Amélie. « Vous êtes viré, » cracha-t-il, les mots secs et définitifs. « Je n'ai jamais, en 15 ans de carrière,
était témoin d'un manque de professionnalisme aussi consternant. Vous avez contrarié une cliente, vous avez été maladroite, et vous avez montré un manque total de déférence. Faites vos affaires et partez. Votre dernier chèque de paie vous sera envoyé par la poste. Amélie ne discuta pas. Elle ne se défendit pas. Elle hocha simplement la tête. Je comprends. Son acceptation calme sembla l'infurier plus que toute protestation ne l'aurait fait. C'est tout ce que vous avez à dire. Je comprends. Vous venez de perdre votre emploi. Oui, c'est exact, dit-elle, la voix égale. Alors qu'elle se levait pour partir, elle s'arrêta à la porte. Monsieur Mercier, pour référence future, vous devriez savoir que la loyauté envers votre personnel peut parfois être un atout plus grand que d'apaiser un client tyrannique, surtout quand vous n'avez pas tous les faits. Elle sortit, le laissant bouche bée dans son sillage. Elle rassembla ses quelques affaires de son casier, dit un au revoir discret à une Jeanne sympathique et sortit par la porte d'entrée de l'Ambroisie. Elle ne regarda pas en arrière. L'expérience était officiellement terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Tiffany Lambert et Cédric Dubois pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir réussi à écarter un désagrément mineur, une servante anonyme et sans visage. Ils n'avaient aucune idée qu'ils n'avaient pas seulement renvoyé une serveuse. Ils avaient activé une adversaire. Et Amélie Vance était une opposante bien plus redoutable qu'Anna la serveuse ne pourrait jamais l'être. Elle s'avança dans la nuit parisienne, non plus protégée par un plateau d'argent, mais armée de quelque chose de bien plus puissant, la connaissance. Elle connaissait leur caractère, et elle était sur le point de l'utiliser pour orchestrer leur chute. Le froid de la nuit ne l'atteignait pas. Elle brûlait d'une énergie nouvelle, une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Chaque pas sur le trottoir pavé était un pas de plus loin d'Anna et un pas de plus vers Amélie. Elle n'était pas seulement en colère, elle était concentrée. La mission que son père lui avait confiée avait pris une tournure inattendue, se transformant d'une simple leçon d'humilité en une mission de diligence raisonnable de la plus haute importance. Le destin d'un accord de plusieurs milliards d'euros reposait maintenant sur ce qui avait commencé par une insulte dans un restaurant. C'était ironique et profondément révélateur. Elle se dirigea vers le métro, se fondant dans la foule anonyme, savourant ce dernier moment d'invisibilité avant que le monde ne réapprenne son nom. La semaine qui suivit son licenciement de l'Ambroisie fut une période de préparation calme et méticuleuse pour Amélie. Elle se débarrassa du personnage d'Anna comme un serpent de Samu. Fini les chaussures pratiques et la queue de cheval simple. Elle réapparut en tant qu'Amélie Vance, une femme qui se déplaçait avec la confiance discrète de quelqu'un qui n'a jamais eu à demander quoi que ce soit dans sa vie. Elle passa ses journées dans l'immense bibliothèque de l'hôtel particulier familial, non pas à se détendre, mais à travailler. La cible de son attention, Cyberfort et son partenariat imminent avec les entreprises Vance. L'accord était plus important qu'elle ne l'avait initialement réalisé. Il s'agissait d'une coentreprise de plusieurs milliards d'euros visant à créer une plateforme de cybersécurité de nouvelle génération pour le marché financier mondial. C'était le projet phare de son père, son héritage, et la technologie de Cyberfort en était la clé de voûte. Cédric Dubois n'était pas seulement un partenaire potentiel, il était la clé. Amélie dévora chaque dossier, chaque projection, chaque ligne de code à laquelle elle pouvait accéder. Elle consulta les analyses de marché, les rapports sur les concurrents et, plus important encore, les dossiers complets du personnel de l'équipe de direction de Cyberfort. Elle croisa toutes les informations avec les notes privées de son père. Elle n'essayait pas seulement de comprendre l'accord, elle cherchait des vulnérabilités. Et la plus grande vulnérabilité, soupçonnait-elle, ne se trouvait pas dans le code, mais dans le caractère de son PDG. Elle passait des nuits blanches, alimentées par du café noir et une détermination glaciale. Les pages de données financières et de spécifications techniques se brouillaient devant ses yeux, mais elle persistait, traquant la moindre incohérence, le plus petit drapeau rouge. Elle était comme un détective sur une affaire de meurtre, sauf que le crime n'avait pas encore été commis, et la victime potentielle était l'empire de sa propre famille. Elle se sentait plus vivante, plus engagée qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'expérience Anna l'avait dépouillée jusqu'à l'essentiel, et de cette base, elle se reconstruisait, plus forte et plus perspicace que jamais. Pendant ce temps, dans le monde de Cédric Dubois, l'incident à l'Ambroisie était devenu une épine petite mais persistante. Tiffany, sentant sa désapprobation ce soir-là, avait redoublé d'efforts dans son rôle de victime. « Je n'arrive pas à croire que cette serveuse t'ait autant contrarié, Cédric », avait-elle dit sur le chemin du retour vers son Penthouse de l'avenue Montaigne. Elle était clairement instable. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire? Le directeur a eu raison de la virer sur le champ. Cédric était resté silencieux. Il avait rejoué la scène dans son esprit une douzaine de fois. Le mouvement du poignet de Tiffany, l'éclair de fureur choquant et momentané de la serveuse avant que son masque de neutralité ne se remette en place.
La manière calme dont elle avait accepté son sort. Quelque chose n'allait pas. Ça ne collait pas. Il était un homme qui avait bâti sa fortune en reconnaissant les schémas, en voyant le fantôme dans la machine. Et il y avait un fantôme dans ce souvenir qu'il ne parvenait pas à exorciser. Son malaise grandit au cours des jours suivants. Il remarqua des choses qu'il avait ignorées auparavant. La manière impérieuse dont Tiffany parlait au voiturier, le ton condescendant qu'elle utilisait avec son personnel de maison, son mépris désinvolte pour toute personne qu'elle jugeait sans importance. Il avait toujours considéré cela comme faisant partie de son personnage de la haute société, une performance qu'il trouvait légèrement amusante. Mais maintenant, vu à travers le prisme de sa cruauté envers la serveuse, cela paraissait laid et mesquin. Chaque interaction était teintée de cette nouvelle prise de conscience. C'était comme si des écailles lui tombaient des yeux. Je serai également présente à cette réunion, et je présenterai personnellement mes conclusions sur sa faille de caractère. Un lent et rare sourire se dessina sur le visage de Richard Vance. « Très bien, dit-il. Je pense qu'il est temps que M. Dubois soit correctement présenté à la famille Vance. » Le fil avait été tiré. Toute la tapisserie de la vie parfaite de Cédric Dubois était sur le point de se défaire. Le vendredi matin se leva, clair et froid sur Paris. Depuis les fenêtres de la salle de conférence du 40e étage de la Tour Vance, la Défense ressemblait à un circuit imprimé de verre et d'acier. La pièce elle-même était l'incarnation physique du pouvoir. Une table de 12 mètres en granit noir poli, des chaises en cuir italien souple et un silence de cathédrale troublant. À une extrémité de la table était assis Richard Vance, flanqué de son conseiller juridique principal et de son directeur financier. Cédric Dubois et son équipe étaient assis en face. Il sentait une énergie nerveuse le parcourir, le genre de tension exaltante qui précède une victoire massive. Tiffany était assise juste derrière lui, une statue silencieuse et souriante. Elle portait un tailleur Chanel d'une teinte crème, ses cheveux tirés en un chignon élégant. Elle avait l'air de la fiancée du milliardaire, projetant une aura de confiance sereine. À l'intérieur, cependant, elle bourdonnait de triomphe. C'était le moment, la validation finale, l'instant où elle allait monter dans une nouvelle stratosphère de l'élite sociale. Elle balaya du regard les visages des dirigeants des entreprises Vance, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Ils avaient l'air si sévères et si vieux. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le vrai glamour. Les documents finaux, une pile de papier de plusieurs centimètres d'épaisseur, reposaient au centre de la table. L'ambiance était formelle, chargée d'anticipation. « Messieurs, » commença Richard Vance, sa voix commandant la pièce. « Nous sommes ici pour finaliser un partenariat d'une immense importance. Avant de signer, cependant, il y a un dernier membre de mon équipe de direction que j'aimerais vous présenter. Elle a mené un dernier rapport de diligence raisonnable, non conventionnel sur ce projet. Ma fille est notre nouvelle directrice de l'évaluation stratégique des risques, Amélie Vance. » Sur ce signal, une porte latérale s'ouvrit. Cédric et son équipe se tournèrent, s'attendant à voir un autre cadre au visage sévère en costume. Amélie Vance entra. Elle était l'antithèse de la serveuse opprimée. Elle portait une robe bleu marine sur mesure qui témoignait d'une dépense discrète, ses cheveux coiffés en un carré professionnel et élégant. La simple montre fonctionnelle à son poignet était la même que celle qu'elle portait au restaurant. Son visage était calme, son regard direct et intensément concentré. Elle se dirigea vers la chaise vide à côté de son père, ses talons cliquant doucement sur le sol en marbre. Le temps sembla ralentir. Pour Cédric Dubois, le monde bascula sur son axe. Son esprit luttait pour réconcilier les deux images. La serveuse humiliée à la chemise tachée de vin, et cette femme puissante, incroyablement posée, prenant place à la tête de l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Le sang quitta son visage. Il sentit une terreur froide et nauséabonde l'envahir. Mais son choc n'était rien comparé à celui de Tiffany. Sa mâchoire tomba littéralement. La couleur disparut de ses joues, laissant son maquillage parfaitement appliqué ressembler à un masque criard sur une statue. Un halètement étranglé s'échappa de ses lèvres. C'était elle, la serveuse, la petite servante lente, incompétente, pathétique, ici, à cette table, dans cette pièce. C'était impossible. Un cauchemar. Amélie s'assit et posa un mince portefeuille sur la table devant elle. Elle ne regarda pas Tiffany. Son regard perçant était fixé uniquement sur Cédric. « Monsieur Dubois », commença-t-elle, sa voix du même ton calme et égal qu'il se souvenait du restaurant. Pourtant, elle portait maintenant le poids d'une autorité absolue. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'Ambroisie, il y a une semaine. Je travaillais là-bas sous le nom d'Anna. Cela faisait partie, disons, d'un programme de formation en gestion sous couverture institué par notre PDG. Elle laissa cela infuser. Le silence dans la pièce était absolu,
rompu seulement par la respiration haletante et paniquée de Tiffany. Mon père croit qu'on ne peut pas vraiment comprendre une entreprise avant de l'avoir vue de la base, poursuivit Amélie. Il croit aussi que le vrai caractère d'une personne se révèle dans la façon dont elle traite ce qu'elle perçoit comme n'ayant aucun pouvoir. Au cours de la semaine dernière, mon rôle officiel a été d'évaluer le plus grand risque non technique de ce partenariat, votre jugement. Cédric était sans voix. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il avait l'impression de tomber de très haut, une chute libre dans un abîme de sa propre création. Amélie ouvrit son portefeuille. Mon rapport est bref. Le soir du 3 octobre, vous et votre fiancée, mademoiselle Tiffany Lambert, étiez client dans un restaurant où j'étais employé. Au cours d'un dîner de 3 heures, j'ai observé un comportement que je ne peux que qualifier de passif catastrophique pour toute entreprise fondée sur la confiance, la discrétion et la stabilité. Elle regarda directement Tiffany, maintenant, ses yeux froids comme un ciel d'hiver. Mademoiselle Lambert a fait preuve d'un comportement erratique et belliqueux. Elle a formulé des demandes arbitraires et impossibles. Elle s'est livrée à des moqueries publiques envers le personnel. Elle a été indiscrète, faisant bruyamment référence à ce partenariat hautement confidentiel dans un espace public. La voix d'Amélie baissa, devenant encore plus glaciale. Et elle a culminé la soirée en causant délibérément des dommages physiques à ma tenue, puis en mentant sur l'incident pour me faire licencier. Tiffany retrouva enfin sa voix. C'était un petit couinement pathétique. Non, ce n'est pas vrai. Elle était maladroite. Elle était impolie. Mademoiselle Lambert, dit Richard Vance, parlant pour la première fois depuis l'entrée d'Amélie. Sa voix était comme le craquement d'un glacier. Cette salle de conseil a une politique de tolérance zéro pour les mensonges. Nous avons également les enregistrements de sécurité du restaurant que nous nous sommes procurés ce matin. Ils sont éclairants. Cette seule phrase brisa le dernier lambeau de sang-froid de Tiffany. Toute la couleur qui avait quitté son visage revint en une rougeur tachetée et terrifiée. Elle regarda Cédric, ses yeux suppliants. « Cédric, dis-leur. Dis-leur qu'elle ment. » Mais Cédric ne pouvait pas la regarder. Il ne pouvait que fixer Amélie, la femme que sa fiancée avait tourmentée, la femme qui tenait maintenant le destin de toute son entreprise entre ses mains. Le fantôme dans la machine était réel, et il était assis juste en face de lui. Amélie ferma son portefeuille. La conclusion de mon rapport est la suivante. La technologie de Cyberfort est impeccable. Sa direction, cependant, est compromise par une défaillance critique de jugement. Monsieur Dubois, soit vous n'avez pas vu le caractère de la personne que vous avez l'intention d'épouser, soit vous l'avez vu et avez choisi de le tolérer. Dans les deux cas, vous avez fait preuve d'une tâche aveugle que les entreprises Vance ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Nous exigeons des partenaires qui ne sont pas seulement brillants, mais aussi perspicaces. Pas seulement prospères, mais sains. Elle se leva, son mouvement signalant la fin de la réunion. Par conséquent, au nom des entreprises Vance, je recommande que nous reportions indéfiniment ce partenariat. Nous allons réévaluer notre position et explorer d'autres options. Merci pour votre temps, messieurs. C'était fini. En moins de 5 minutes, l'affaire de toute une vie, une année de travail, un avenir à 1 milliard d'euros, tout cela avait été anéanti. Non pas par un krach boursier ou une faille technique, mais par une boule de glace à la vanille et un verre de vin renversé. L'équipe de Cédric était assise dans un silence stupéfait. Tiffany Lambert poussa un sanglot étranglé et s'effondra finalement, enfouissant son visage dans ses mains. Cédric la regarda enfin, et pour la première fois, il la vit avec une clarté parfaite. Il ne voyait pas une mondaine belle et glamour. Il voyait un passif, un poison, l'architecte de sa propre ruine. Et tandis qu'Amélie Vance sortait froidement de la pièce, il sut avec une certitude qui le glaça jusqu'aux os que c'était une catastrophe de sa propre fabrication. Les répercussions de la réunion désastreuse dans la salle du conseil furent rapides et brutales. Alors que l'équipe des entreprises Vance sortait de la pièce, laissant Cédric et sa délégation dans un état de choc, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer. Les sanglots de Tiffany étaient le seul bruit dans la vaste pièce silencieuse. Cédric ne la regarda pas, n'offrit pas un mot de réconfort. Il fixait la pile de papiers non signés sur la table en granit, un monument à son échec. Son conseiller juridique principal rompit finalement le silence. « Cédric, qu'est-ce qu'on fait ?» Cédric se leva lentement, ses mouvements raides comme ceux d'un vieil homme. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. C'était une vue qu'il avait rêvé de commander, et maintenant elle semblait se moquer de lui. Il avait été si proche. Il se tourna et son regard tomba enfin sur Tiffany. Le regard dans ses yeux était un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la déception, mais une finalité froide et vide. « Prends tes affaires et sors de mon appartement, » dit-il,
sa voix dénuée de toute émotion. « Tu as 2 heures. Ma sécurité t'escortera. » Cédric. « Non, » gémit elle en titubant vers lui. « S'il te plaît, on peut arranger ça. Je peux m'excuser. »« T'excuser » répéta-t-il, un rire amer et sans humour s'échappant de ses lèvres. « Tu penses qu'une excuse peut arranger ça? Tu ne m'as pas seulement coûté un contrat, Tiffany. Tu as révélé une faille fondamentale en moi. » Une faille qu'elle, il fit un geste vague vers la porte où Amélie était sortie, a identifié et exploité parfaitement. « C'est fini. Tout est fini. » Il sortit de la pièce sans un mot de plus, son équipe se dépêchant de le suivre. Tiffany fut laissée seule dans la salle de conseil caverneuse, ses sanglots résonnant sur le granit froid et le verre. Son conte de fées était terminé. Elle s'était moquée de la serveuse et avait perdu le royaume. Elle serait une paria. L'histoire ferait le tour de la ville avant la tombée de la nuit. Pas la version officielle, mais la vérité chuchotée, plus délicieuse. Elle serait une blague, une fable sur l'orgueil et la cruauté. Son nom, autrefois synonyme de glamour, serait désormais associé à une chute spectaculaire et autodestructrice. Les portes des cercles sociaux les plus exclusifs se fermeraient silencieusement. Ses amis la traiteraient avec une pitié condescendante avant de l'exclure complètement. Son influence, construite sur une base précaire de connexion et d'apparence, s'évaporerait comme de la brume au soleil du matin. Elle n'avait pas seulement perdu un fiancé, elle avait perdu son identité, sa carrière, son monde entier. Tout cela pour le plaisir éphémère d'humilier quelqu'un qu'elle jugeait indigne de son attention. La prise de conscience de l'ampleur de sa folie la frappa avec la force d'un coup physique, la laissant à bout de souffle et seule dans le silence assourdissant de son échec. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se déroula exactement comme elle le craignait. Cédric Dubois, dans un acte désespéré de limitation des dégâts, publia une déclaration annonçant le report mutuel du partenariat pour réaligner les objectifs stratégiques. Mais les cercles internes de la finance et de la technologie parisienne connaissaient la véritable histoire. La réputation de Cédric fut irrémédiablement endommagée. Il était perçu comme un homme qui manquait de jugement, qui ne pouvait pas contrôler sa propre maison, encore moins sécuriser les données financières mondiales. Les investisseurs devinrent méfiants. L'action de son entreprise chuta de manière significative. La légende était devenue un passif. Il était l'homme qui avait laissé une dispute au sujet d'une glace torpiller un accord de plusieurs milliards d'euros. L'anecdote était trop belle pour ne pas être racontée, et elle se propagea comme une traînée de poudre. Il devint un exemple, une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce sur l'importance de la diligence raisonnable du caractère. Amélie, en revanche, connut une ascension fulgurante. Son père annonça officiellement son nouveau poste de vice-présidente exécutive du risque stratégique, et l'histoire de son opération d'infiltration devint une légende au sein de l'entreprise. Elle n'était plus seulement l'héritière. Elle était la femme qui avait sauvé l'entreprise d'une erreur de plusieurs milliards d'euros, avec rien de plus qu'un plateau d'argent et un œil aiguisé pour le caractère. Elle avait gagné sa place non par droit de naissance, mais par mérite. Ses collègues la regardaient avec un nouveau respect, une admiration mêlée d'un peu de crainte. Elle avait prouvé qu'elle possédait l'instinct de prédateur de son père, mais tempérée par une compréhension de la nature humaine qu'elle avait acquise de la manière la plus difficile. Elle était devenue une figure de pouvoir à part entière, son autorité incontestée. Un de ses premiers actes officiels fut de revisiter l'Ambroisie. Elle n'y alla pas en tant que cliente. Elle y alla en tant qu'investisseuse potentielle. Le restaurant connaissait des difficultés, et la division hôtelière des entreprises Vance cherchait à acquérir une marque haut de gamme. Elle entra pendant le coup de feu d'avant-dîner, vêtue d'un tailleur-pantalon élégant mais discret. Monsieur Mercier était à son poste habituel, aboyant des ordres au personnel. Il la vit et s'arrêta net, son visage devenant blanc. « Mademoiselle. Mademoiselle Vance, balbutia-t-il en se précipitant vers elle. Je n'avais aucune idée. Je suis si terriblement désolé. » Amélie leva une main, l'arrêtant. « Monsieur Mercier, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Ce que j'ai appris en travaillant ici, c'est que votre personnel est votre plus grand atout. Vous avez des gens exceptionnels, et vous avez un directeur qui est prêt à les sacrifier pour les caprices d'un seul mauvais client. C'est un piètre modèle économique. » Elle passa devant lui, entra dans la cuisine et trouva Jeanne, qui polissait des verres. Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent de surprise en la voyant. « Anna, qu'est-ce que tu… » « Je m'appelle Amélie, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Et je suis ici pour te proposer un travail. Nous allons restructurer cet endroit, et j'ai besoin d'une nouvelle directrice générale. Quelqu'un qui comprend que la gentillesse n'est pas une faiblesse et que les employés méritent la loyauté. Ça t'intéresse ?» Jeanne resta sans voix, un verre oublié dans sa main.
Elle finit par éclater d'un immense sourire et hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Amélie Vance avait relevé le défi de son père. Elle avait vu le monde d'en bas, et cela avait fait d'elle une meilleure dirigeante. Elle comprenait maintenant que le pouvoir ne consistait pas seulement à conclure des marchés et à donner des ordres. Il s'agissait de voir l'invisible, de valoriser le sous-évalué et de comprendre que parfois, la personne la plus importante dans la pièce n'est pas celle assise à la table, mais celle qui se tient tranquillement, observant et attendant son heure. La serveuse était devenue la reine, non par magie, mais par caractère, et son règne ne faisait que commencer. C'est l'histoire d'Amélie Vance, une femme qui a prouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans le nom que l'on porte ou l'argent que l'on a en banque, mais dans le caractère que l'on montre quand on pense que personne d'important ne regarde. C'est un rappel puissant que la personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait tenir votre avenir entre ses mains demain. Nous avons tous des moments où nous pouvons choisir la gentillesse ou la cruauté, l'empathie ou l'arrogance. La véritable mesure de notre valeur se trouve dans ses choix. Amélie avait fait le sien, et ce faisant, elle avait non seulement assuré son héritage, mais elle avait aussi redéfini ce que signifiait être un leader dans le monde moderne. Son histoire est devenue un témoignage du fait que l'intégrité et le discernement sont les atouts les plus précieux de tous, bien plus que n'importe quelle technologie ou accord financier.